Moby vous présente iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans iWeek, toute l'actu Apple en live sur Watch TV comme tous les mardis soirs. On est en direct sur donc la chaîne de tous les écrans, la première chaîne high-tech et loisirs en France. Bienvenue à vous qui nous regardez peut-être sur les box ce soir, sur la box de SFR canal 178 et sur la Freebox canal 154. Ça a été un petit peu rock'n'roll ces derniers jours, mais on est très heureux de vous retrouver et d'être avec vous pour donc cette heure qu'on va passer ensemble. Alors si vous ne connaissez pas iWeek, c'est simple, c'est une sorte de table ouverte avec une bande de passionnés et d'amis qui sont là, qui tournent d'une semaine à l'autre. Pendant une heure, on va passer en revue l'actu Apple qui est marquée évidemment cette semaine par l'arrivée de l'iPhone 6. Alors on va tout de suite aller se tourner vers nos amis de ce soir qui sont, vous le voyez, à côté de moi pour savoir comment ça va. Comment ça va les amis? Bonsoir. 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 Tout va bien. Oh là là, vous êtes fatigués là en ce mardi soir, hein? Je vais vous envoyer des vitamines. Vous n'avez peut-être pas eu votre iPhone 6, c'est pour ça que vous êtes vous êtes déprimé. Bon, on va faire un tour de table pour que je vous présente mes copains de ce soir. On va commencer par toi, Frédéric Blaison. Salut Fred, comment ça va? Bonsoir Benjamin, ça va très très bien. Fin d'été, il fait beau. Belles annonces la semaine dernière, il y a 2 semaines d'Apple. Au taquet. Au taquet. Bah voilà. Donc toi, Fred, tu es un vieux de la vieille, hein, comme tous les autres du monde Mac. On s'est connus, nous, à Univers Mac il y a voilà, c'est ça, il y a trop longtemps pour le dire. Et, voilà, faut pas le dire. Voilà. Ne le dis pas. Et tu es un de ces experts du monde Mac qu'on aime retrouver régulièrement dans iWeek et tu aimes bien comme ça prendre de l'avance sur les systèmes d'exploitation. Enfin voilà, on n'a pas trop le droit de le dire, mais voilà, tu es un homme qui teste beaucoup, donc ça va nous être utile ce soir. Sois le bienvenu, Fred, dans iWeek. Deuxième invité, c'est Gilles Dounès, le directeur de la rédaction de MacPlus.net. Salut Gilles. Bonsoir Benjamin. Ça va? Ça te fait quoi de passer à la télé, Gilles? Déjà, la saison dernière, c'était quelque chose. Maintenant, j'espère que tu vas décoller, prendre ton envol et rester avec nous aussi. Oh bien sûr que je vais rester avec vous. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire d'autre? Bien sûr, on est parti pour être ensemble et ce n'est que le début. Vous avez vu, ils sont 4 les amis de iWeek ce soir. En bas à gauche, c'est un jeune journaliste plein de talent qui s'apprête à sortir son premier magazine. Je ne sais pas si vous imaginez. On n'est pas beaucoup à avoir fait ça dans notre vie. Moi, j'ai fait ça il y a une dizaine d'années. Et Grégoire, tu t'apprêtes à sortir un magazine toi aussi? Et ouais, après l'actutechno.com, alors qui fonctionne toujours, hein, je vous rassure, vous retrouvez toujours l'actualité des nouvelles techno, des jeux vidéo et des startups sur l'actutechno.com. Et ben l'actu techno débarque en kiosque avec un bimestriel qui sera en kiosque à partir de début octobre pour parler de l'actualité des nouvelles technologies, des jeux vidéo. Et on aura entre autres testé l'iPhone 6. Voilà. Bravo, parce que se lancer dans un projet de presse écrite en 2014, quand on est comme toi sur le web du matin au soir, je trouve ça extrêmement courageux. Mais sans dévoiler tous les secrets à venir, il y aura une version numérique enrichie qui va sortir à partir du numéro 2. D'accord. Donc on imagine qu'on retrouvera aussi le magazine, par exemple, sur iPad. Par exemple. Voilà, par exemple, entre autres hypothèses. Et puis le quatrième complice d'iWeek ce soir, vous le voyez en bas à droite, c'est Eli Abitbol. Salut Eli. Bonsoir à tous. Alors Eli, pour ceux qui ne te connaissent pas, toi tu es revendeur, hein, donc tu as un magasin à Nice et tu es l'une des mémoires vivantes de l'histoire d'Apple. Et oui, puisque nous avons démarré cette aventure en 1980, donc nous allons bientôt fêter notre 34e anniversaire et donc 34 ans de relation avec Apple. Incroyable. Et on s'en est déjà rendu compte souvent dans iWeek. Ton expérience, ta bouteille et tes anecdotes nous réjouissent
à chaque fois que tu peux participer à l'émission. Donc, sois le bienvenu, Elie, comme tous les quatre. Moi, je suis très, très heureux de passer cette heure avec vous. Voilà, c'est une sacrée aventure aussi pour moi de vous retrouver sur Watch, de vous retrouver en direct comme ça. D'arriver chez vous dans votre salon, vous êtes peut-être en train de regarder, de découvrir l'émission dans votre canapé, peut-être en grignotant le dîner du mardi soir. Donc on vous souhaite de passer une très bonne soirée avec nous. Vous pouvez évidemment interagir avec nous via Twitter. Vous voyez le hashtag en bas de l'écran iWeekTV. On a devant les yeux un écran avec les tweets qui tombent en temps réel. Je veille. Hein, tu veilles toi aussi. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Voilà, vous le voyez, hein, ils sont là. Donc iWeek, si vous vous trompez de hashtag, iWeekTV ou WatchTV, vos questions, elles arriveront et on les répercutera. C'est aussi l'intérêt d'être en direct tous les mardis soirs, c'est que vous pouvez participer et vous le verrez, on est un club très ouvert, donc vous êtes les bienvenus. Surtout, n'hésitez pas. Les amis, comme prévu, on attaque. Alors on va, avant évidemment de rentrer dans le gros sujet de la semaine, l'iPhone 6, on va quand même prendre quelques infos qui sont tombées ces dernières heures. Tim Cook, invité de ce sommet sur le climat à New York, parmi les chefs d'État, parmi les plus grands patrons de la planète. On y a croisé Richard Branson, on y a croisé Laurent Fabius, le chef du Quai d'Orsay, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, ou encore John Kerry, le secrétaire d'État américain. Et puis Tim Cook, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour Apple, de faire partie de ce type d'événement? Voilà, c'est anecdotique, vous pensez, ou ça veut dire qu'Apple a un rôle à l'échelle de la planète, vraiment? Qui veut? Tim Cook doit être le chef d'entreprise le plus solaire et le plus éco-friendly de l'industrie IT, en tout cas. Donc, il pousse un peu son avantage et puis il communique Apple. Mais Apple aussi a une vision, puisque ces quatre serveurs, fermes de serveurs sont entièrement maintenant soit sous solaire, soit énergie hydroélectrique. Donc, il y a une vraie vision d'Apple de ce côté-là, y compris sur les produits, puisque... Mais c'est pas juste un discours marketing pour se donner bonne conscience et faire croire que... Non, les Californiens sont comme ça, où on va de 100% du fond du cœur faire du business avec ce à quoi on croit, soit de l'agriculture biologique, soit des produits sans parabènes et du 100% écologique. C'est bon, voilà. Apple est très attentive à son image et d'ailleurs une ou deux fois ils se sont fait rappeler à l'ordre et ils ont été très vexés par exemple quand leur note a été dégradée, quand ils ont été taxés de ne pas être au top de l'éco-friendly en fait. Ouais. C'est arrivé quand Greenpeace leur a mis l'addition sous le nez, hein. Oui, c'est ça. Greenpeace, c'est un peu particulier, mais c'est le label EPEAT, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Le label oui, ils sont gold en fait. Ils sont EPIT Gold. Oui, ils sont gold, mais il y a un ou deux modèles qui ont été mis en silver et Apple n'était pas content du tout, effectivement. Et donc, ils ont d'abord râlé sur les critères et ensuite, ils se sont débrouillés pour remplir ces critères qui étaient plus exigeants que ce qu'ils avaient une première fois anticipé. Bon voilà, Grégoire, Fred, je ne sais pas si ça vous inspire beaucoup, Tim Cook à New York, avec les grands de ce monde? Pas tant que ça, pour être honnête. Bon. Pas tant que ça. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, sachez qu'il s'est dit fier de représenter Apple dans ce grand rendez-vous dédié au climat qui se tient à New York jusqu'au 28 septembre. Alors, parmi les rumeurs de la semaine, alors c'est une rumeur qui concerne l'évolution de l'iPad Air qui serait attendue le mois prochain. Alors, je vais peut-être me tourner vers Elie. Est-ce que ça te semble plausible, ça, pour le coup, en termes de timing, que le nouvel iPad arrive le mois prochain, c'est-à-dire dans quelques jours?
Oui, absolument. En fait, les iPads, traditionnellement, c'est au mois d'octobre. Hein. Donc, on attend une sorte de spécial event qui se situerait, si j'ai bien compris, vers le 20-21 octobre, et où Apple annoncerait la nouvelle génération d'iPad qu'on surnomme iPad Air 2, qui serait encore plus fin, d'après ce qu'on entend, qui aurait enfin le Touch ID qui nous manque, et peut-être profiterait de cette occasion pour annoncer la disponibilité de Yosemite, donc le nouveau système d'exploitation pour le Mac qu'on attend. Voilà, là on voit sur Mac Rumors un mock-up, donc une sorte de prototype pas fonctionnel, mais en tout cas dans la forme de ce que pourrait être cette iPad Air. On parle aussi d'une mise à jour de l'iPad mini Retina qui arriverait dans un deuxième temps. Est-ce que de quelle manière est-ce qu'il pourrait évoluer à votre avis l'iPad mini Retina ? De la même manière que l'iPad Air, je pense. On va avoir Touch ID arriver. Et à mon avis, ça a encore plus d'intérêt sur un iPad mini que sur un iPad Air. Parce que l'iPad Air, c'est l'iPad de la famille, l'iPad que tout le monde va utiliser. Et donc, mettre Touch ID dessus, je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus essentielle à faire. Alors que l'iPad mini, c'est l'iPad qu'on a toujours avec soi. C'est un iPad qui est plus personnel, qui se rapproche peut-être plus de l'iPhone et sur lequel on a donc un intérêt supplémentaire à voir arriver, pour moi, Touch ID. Et puis, évidemment, on peut imaginer un processeur A8 comme sur l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus et des choses comme ça. Ça, si je puis me permettre, ça a l'intérêt au niveau du contrôle parental. Explique tout, Gilles. C'est-à-dire que le petit dernier de la famille, s'il est privé ou s'il n'a pas le droit ou s'il a le droit seulement en présence de papa, maman, on est sûr qu'il ne va pas regarder par-dessus l'épaule et regarder le mot de passe et l'utiliser comme... on a pu voir de temps en temps. De toute façon, Apple a... Oui. Sur ce point, justement, moi, si j'avais une remarque à faire à Apple, c'est qu'ils utilisent Touch ID et sur l'iPad, Touch ID pourrait peut-être être couplé à du multisession. Alors, on sait que c'est pas quelque chose qui est dans l'ADN d'Apple. Ça existe sur les tablettes de Google. Je pense par exemple à la Nexus 7 sur laquelle on peut avoir plusieurs comptes utilisateurs, un pour soi, un pour ses enfants, et switcher entre les uns et les autres très facilement. Sur iPad avec Touch ID, c'est peut-être quelque chose qui aurait un sens. Tu veux dire, il suffirait de poser son doigt, en fait. Saisit son empreinte et ça identifie directement quelle est la personne qui se connecte. Sur les versions d'iOS trafiquées, donc techniquement, c'est extrêmement facile à faire, mais je pense qu'Apple préfère que chaque membre de la famille ait son iPad. Comment ça, Elie? Qu'est-ce que tu veux dire par les versions d'iOS trafiquées? Tu sais, les iPhones et les iPads, ça se jailbreak. Ah bon? Et à partir du moment où tu jailbreak ton produit, tu peux installer des extensions qu'Apple n'a pas officiellement approuvées. Et parmi ces extensions, il y en a une qui te permet d'avoir un multi-user comme dans macOS 10 et switcher d'une session à l'autre. Voilà, c'est important que tu le dises, Elie, et moi j'en profite pour expliquer et pour peut-être préciser à ceux qui nous regardent que, évidemment, iWeek et Watch, on est une chaîne dédiée à la high-tech et au loisir, mais on veut faire en sorte que la high-tech soit compréhensible par tous, et donc on va systématiquement essayer de faire un effort pour que vous, qui n'êtes pas forcément des spécialistes des différents sujets qu'on aborde, vous puissiez comprendre et monter dans le train avec nous, pour ne pas rester sur le quai. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à ceux qui sont avec nous sur les box, sur Free, canal 154, et puis la box de SFR, canal 178. Alors je vois que Benoît Rimbaud, notre copain, puisque vous le retrouvez sur Watch dans Coupe-Fil avec Pierre Mouriot, est devant sa télé, dans son salon, alors on ne devrait pas le dire, mais avec un petit verre de rouge, à boire évidemment avec modération. Et selon lui, c'est mieux que le 20h, ça c'est forcément, il est totalement objectif, Benoît, donc on l'embrasse. Et puis il y a des fidèles comme Laurent Galliano, voilà, trop fier et très content de voir Watch sur ma TV grâce à la Freebox. Nous aussi, on est très heureux. Voilà. C'est pour vous dire que les tweets, ils arrivent, et donc profitez-en et ne ratez pas l'occasion d'interroger les invités de l'émission ou de nous apporter votre éclairage. À propos des iPads... oui, c'est Fred? Excuse-moi. Gilles. Non, c'est Gilles. Oui. Si on veut être tout à fait mainstream, il faut préciser que mainstream. Oui. Grand public. Merci. Il faut préciser que le
le décimlocage est une façon d'enlever aussi les sécurités, et que donc les appareils qui sont trafiqués de la sorte sont beaucoup plus sensibles à toutes les cochonneries qu'ils peuvent traiter, et que c'est réservé à des utilisateurs un peu avancés. Un peu avertis, absolument. Dernière rumeur sur les iPads, c'est peut-être celle qui nous intéresse le plus, enfin en tout cas qui m'intéresse le plus moi, parce que ce serait un nouveau modèle, cet iPad Pro qui aurait un immense écran 12,9 pouces et dont on parle pour le deuxième trimestre 2015. Est-ce que vous y croyez à cette rumeur ? J'y crois pas du tout. Ah, Grégoire. C'est une rumeur croisée. J'y crois pas du tout pour la bonne et simple raison que... Attendez, pas en même temps, les amis. Il y aurait un nouveau MacBook Air les amis, alors, des iPhones d'aujourd'hui. Alors, si vous parlez en même temps, on comprend rien. Donc, il y avait Grégoire et Ellie en même temps. Alors, on va commencer par Grégoire et après, Ellie, on passe à toi. Moi, j'y crois pas du tout. Peut-être que dans 6 mois, je me dirais, mince, j'avais tort et l'iPad qu'on appelle l'iPad Pro sera sorti. Mais il existe bien chez Samsung. 4,7 pouces, un iPhone 6 Plus de 5,5 pouces, un iPad mini de 7,8 pouces de mémoire, 9. Un iPad Air de 10,1 pouces, un iPad Pro de 12,9 pouces, un MacBook Air enfin voilà, bref, on aurait plein de tailles d'écran, beaucoup trop pour Apple certainement. Et puis surtout, j'ai eu entre les mains la Surface Pro 3 de Microsoft. Qui est donc entre tablette et PC avec un écran de 12 pouces et non pas 12,9 comme ce qu'on annonce pour l'iPad Pro. C'est déjà très grand. Alors 12,9 pouces à tenir dans les mains tactile, j'y crois pas trop. Ce serait vraiment un public très 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 restreint. Il y a aussi déjà une tablette 20 pouces, hein, si je me trompe pas. Hein. Alors je sais plus chez qui elle est. Oui, mais c'est chez Panasonic. Et, voilà, c'est ça. Et elle est pas, enfin c'est pas une tablette grand public, quoi. C'est une tablette professionnelle qu'on utilise pour faire des démos, pour faire des choses comme ça. C'est pas du tout la cible d'Apple aujourd'hui, quoi. Vous êtes d'accord Non, enfin oui sur la réserve, mais on parle d'un MacBook Air 12 pouces pour remplacer le 11 pouces et le 13 pouces à la fois. Ceci dit, pour aller dans le sens de Grégoire, ce qui complique effectivement la gamme d'Apple. Apple attaque à la baramine le marché professionnel, communique énormément sur les expérimentations qui sont faites dans à peu près toutes les sociétés un peu importantes dans le monde. C'est un marché qui est très très important pour eux, qui leur permet de rentrer par ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, c'est-à-dire les employés qui arrivent avec soit leur téléphone, leur smartphone, soit leur tablette et qui veulent se connecter au réseau de l'entreprise. Donc, c'est une possibilité. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer sous l'impulsion de Tim Cook. Donc, je ne mettrai pas ma main au feu non plus. Si on se souvient bien, il ne devait pas y avoir d'iPad mini, il ne devait pas y avoir d'iPhone avec grand écran. Donc, finalement, un iPad de presque 13 pouces, pourquoi pas ? C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du possible. Bon, ok, voilà. Donc, a priori, il y aura de l'actu iPad, probablement, peut-être, et potentiellement, jusqu'au printemps. Alors, vous le savez, Apple a fait l'acquisition de Beats, hein, les fameux casques. On parle d'une fermeture du service de streaming qui avait motivé en partie l'achat de Beats. L'info a été démentie de manière off the record comme on dit, mais elle serait démentie. Est-ce que ça ne veut pas juste dire qu'Apple est en train de récupérer le service et va sans doute le sortir à sa propre sauce ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a de chance, je pense, oui. C'est ce qui fait sens. Si je dis pas de bêtises. Hein. Alors, on n'a pas entendu, il faut que tu répètes, Grégoire. Si je dis pas de bêtises, s'ils font ça, il y a un problème de droit. Ils peuvent pas. Enfin, les contrats qui ont été signés par Beats pour Beats Music ne pourront pas être réutilisés par Apple dans un service qui se nommerait autrement et qui serait distribué autrement. Il faudrait signer tous les contrats. Mais à valider, hein, mais pour moi, c'est ça. D'accord. Vous en pensez quoi de cette rumeur de fermeture ? Ils ont réussi en 2 mois et demi à re-signer tous les contrats. C'est pas impossible, hein ? C'est pas possible pour Apple, je pense. Ouais. C'est pas impossible à voir. Oui, parce que un des principaux intérêts aussi d'acheter Beats, c'était son fondateur,
l'Iverine, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Pardon. Et donc, il a un entre-gens formidable à Los Angeles, qui est l'autre grand pôle avec New York de la musique aux États-Unis. Et donc, il y aurait cette possibilité-là, oui, en effet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur donc l'actu, on va dire, périphérique au gros morceau de la semaine auquel on va passer maintenant. Vous le voyez à côté de moi, il y a 3 appareils de tailles différentes. Voilà. Là, c'est le petit, c'était censé être le haut de gamme d'il y a 1 an. Et puis à côté, il y a ces 2 grands frères désormais, l'iPhone 5S, le 6 et le 6 Plus. On va en parler dans un instant. On va même en parler tout de suite avec vous. Et on va peut-être commencer par ce chiffre qui a été lâché avec pas mal de fierté par Apple. Fierté. Fred, tu vois ce que je veux dire Tout à fait, c'est propre. Il n'y a rien à dire, c'est propre parce que quand on voit tout le buzz qu'il y a eu autour de ces iPhones et quand on imagine l'attente qui a pu se manifester par rapport à ces nouveaux modèles, j'aurais pas parié sur le chiffre de 10 millions d'iPhone vendus en 3 jours. Ouais. C'est vraiment énorme. Ça prouve que c'est une marque qui attire, qui continue à répondre à une attente et c'est assez fort. C'est propre. Alors, de traduire. Il faut relativiser quand même et mettre en parallèle. Je crois que l'iPhone 5S, enfin le 5S et le 5C, c'était vendu à 9 millions les 3 premiers jours. Ah oui, mais... Donc c'est quoi ? C'est 10% de mieux. Il y a un pas la contexte. Chine. Et il n'y a pas la Chine. Il y a un bémol quand même. Il y a quand même un contexte. Il y a quand même un contexte, c'est qu'à l'heure actuelle, et de plus en plus, l'offre est de plus en plus importante sur les smartphones, et c'est de plus en plus compliqué d'innover. Si on regarde bien tous les différents modèles qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur le marché, entre guillemets, ils se ressemblent un peu près de tous. Grand écran, offre matérielle plus ou moins classique et similaire. Et donc réussir une telle performance, ça prouve quand même qu'Apple reste quand même sur le très haut de gamme et reste une marque qui se détache quand même de ses concurrents. Ouais. Vous êtes d'accord sur le chiffre, la performance quand même en 3 jours il faut rajouter les 4 millions de précommandes qui ont été annoncées en 24 heures. Non, ils ont été intégrés justement, c'était ça mon bémol. Oui, les deux, c'est inclus. On n'avait pas eu de commandes sur Internet et il y avait eu 9 millions, mais il y avait la Chine. Alors que cette année, il y a 10 millions, mais là-dedans, d'après ce que j'ai vu, en tout cas, il y a les commandes Internet. Absolument. Mais est-ce qu'il y a les 4 millions de précommandes dedans ? Alors, c'est bien ce que j'ai compris, moi. 4 millions les premières 24 heures et 10 millions sur les 3 premiers jours. Ah, je confirme, c'est bien ça. On est tous d'accord ? Alors, c'est vrai que la grosse différence, c'est que cette fois-ci, les chiffres ne tiennent pas compte de la Chine, puisque la Chine n'est pas encore servie en iPhone 6. C'est donc... Ça va sans doute, on se dirige vers de nouveaux records globalement, on va dire, sur une plus longue période. Et puis sachant qu'il y a encore 20 nouveaux pays qui vont bénéficier de l'iPhone 6 à la fin de cette semaine. Et parmi eux, 3 de nos voisins, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Puis il y a aussi des gros pays dans le lot. Donc c'est plutôt bon ça pour les résultats d'Apple du trimestre en cours sans doute, non ? Ah oui, tout à fait, oui. On est sur une augmentation chaque fois de... Vas-y. Une augmentation d'environ 25 à 30% chaque année. Ça a tendance à se tasser, mais l'attente par rapport à l'iPhone 6 était plus importante cette année par rapport aux années précédentes. D'autant que il faut se souvenir aussi que le lancement de l'iPhone 5C et de l'iPhone 5S a été plutôt raté. Le 5C n'a pas trouvé son public de suite, alors que 6 mois après, c'était un modèle qui se vendait énormément. Il y avait beaucoup d'attentes par rapport au 5S et son nouveau coloris champagne. Et donc, ça a été un peu bousculé. Là, ils ont beaucoup mieux joué le coup en présentant les deux dans le même temps, même si les choses ne changent pas beaucoup, vu que le 6 Plus n'est pas vraiment disponible, on va dire pas du tout. Ouais, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, Gilles,
L'iPhone 5C, au début, le lancement était vraiment raté. Et là, sans raconter ma vie, j'ai beaucoup pris le TGV ces dernières semaines. Et j'ai fait assez attention. Et il y avait énormément d'iPhone 5C, qui traînaient dans les mains des gens quand même. Hein. Beaucoup plus que d'iPhone 5S en tout cas. Ouais. Je l'ai testé l'année dernière. C'était vraiment un modèle très, très attachant, même tactilement. Quoi. Le plastique était vraiment... Ah oui, beaucoup plus agréable à manipuler que même le design, le polycarbonate en blanc ou noir du 3G et du 3GS. Globalement, je vous confirme effectivement qu'on a eu beaucoup plus de demandes, nous, sur les iPhone 6 que sur les modèles de l'an dernier. Ce qui est d'autant plus frustrant qu'on n'en a pas eu assez pour le lancement. Mais sinon, oui, il y a eu un intérêt énorme. Et même aujourd'hui, les gens viennent pour le voir. Ils veulent absolument voir les deux modèles. Alors, c'est intéressant, Elie. Est-ce que entre le 6 et le 6 Plus, sachant que le 6 Plus est évidemment plus cher, est-ce que la demande s'oriente davantage vers l'un ou l'autre ? Écoute, je pense que ça va s'équilibrer. Au début, on a été assez surpris. Il y a un intérêt vraiment très fort pour le 6 Plus. Moi, j'ai pu les tester tous les deux. Moi, je trouve que le 6 Plus est un peu grand, mais je ne suis pas un fan des phablettes depuis le début. Mais le public l'adore. Vraiment, ils le voient, ils disent mais c'est génial, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on voulait. Alors le 6 Plus, il est là, et c'est vrai, bon, je l'ai depuis la fin d'après-midi, hein, donc j'ai même pas eu le temps d'activer ma carte SIM, c'est pour vous dire. D'ailleurs, j'ai eu un petit souci d'activation. Voilà, je vois que Elie, tu me fais de la concurrence, c'est pas sympa. Bon, écoute, tu veux jouer à ça ? Tu veux jouer à ça ? Voilà. Le 6 et le 6 Plus, c'est vrai que le 6 reste clairement un téléphone, enfin un smartphone, alors que le 6 Plus, c'est limite, et j'ai une grande main, et c'est limite, quoi. Hein. Mais il y a beaucoup de critiques justement sur le fait qu'il est assez difficile à manier, et qu'a priori, c'est quand même assez un paradoxe, que tout le monde a demandé un grand écran chez Apple. Tant qu'on en a un, beaucoup de gens sont un peu nostalgiques de cet ancien temps où on pouvait, avec un seul doigt, aller sur tout l'écran. Et a priori, justement, moi par rapport, ça c'est un LG, c'est un LG G3. Il fait la même taille que l'iPhone 6 Plus en taille d'écran, 5,5 pouces. En mettant les deux à côté, le LG G3 est nettement plus compact. Et il tient très bien dans une main, on peut le manipuler à une main, il n'y a pas de problème. Et c'est le gros bémol que je mettrai à l'iPhone 6 Plus, c'est que malgré une taille d'écran qui est similaire à celui-ci, Apple a peut-être pas hyper bien réalisé le travail d'intégration. Enfin, il est très fin, hein, on est d'accord, il est très joli, il est très fin. Mais au niveau taille et encombrement, il est beaucoup plus encombrant que d'autres smartphones qui font la même taille d'écran, et je trouve ça un peu dommage. Ça m'étonne, Grégoire, parce que honnêtement, tu vois alors je sais pas si vous le verrez mieux ici, l'écran est quasiment bord à bord, donc il n'y a pas beaucoup de place perdue. Mais je pense que si tu regardes les deux écrans, il y a une différence entre les deux, c'est que tu as le tien, je pense, est plus haut d'écran. C'est vrai. Bah oui, si on regarde, le tien va quasiment jusqu'en haut, effectivement. On le voit bien quand tu le mets de face. Voilà. Alors que l'iPhone 6 Plus, vous voyez la quantité Et tu l'as aussi en bas, alors qu'en bas, moi, ça reste quand même assez réduit. T'as le même problème en bas. C'est vrai, mais il faut caser le lecteur d'empreintes digitales en même temps. Voilà, c'est ça. Bas. Mais après, effectivement, c'est vrai que du coup, en mettant tout ça bout à bout, je le trouve un peu. Je l'ai eu en main rapidement, le 6 Plus, et c'est vrai que j'ai pas du tout eu la même sensation que le LG G3 que j'ai dans la poche tous les jours, quoi. C'est une autre dimension. Et pour avoir parlé... Il y a deux infos intéressantes sur les 6 et les 6 Plus. Les tests commencent à sortir maintenant, par exemple, sur la qualité de l'appareil photo, puisque un des arguments marketing d'Apple, c'est de dire sur le 6 Plus, il y a un stabilisateur optique d'image. Et c'est censé donner des meilleures images lorsqu'il y a peu de lumière. Eh bien, il y a des photographes professionnels qui se sont emparés des deux appareils, et ça commence à sortir sur le net. Et finalement, les résultats sont très, très, très proches entre le 6 et le 6 Plus. Alors, il y a le capteur il y a deux choses différentes. La stabilisation optique, c'est pour les flous de bouger. Pour la qualité de lumière, c'est le capteur, et le capteur est le même. Ouais.
Alors, j'ai eu droit à une petite démonstration chez Apple cet après-midi. Et on va dire qu'il y a une fonction qui m'a bluffé. Je ne suis pas sûr qu'elle existait avant. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure elle est liée à l'iPhone 6 ou à iOS 8. En fait, on peut, sur une photo qu'on vient de prendre, on peut régler la lumière sur un sujet qui serait dans la pénombre, par exemple, sans que ça influe sur la lumière de l'arrière-plan qui, lui, est correctement éclairé. Dans l'exemple qu'on m'a montré, c'était le portrait de quelqu'un qui était assis par terre dans une sorte de désert. Le premier plan était à l'ombre, donc le personnage, la personne qui était prise en photo était vraiment dans l'obscurité. On voyait quasiment pas ses traits. En revanche, 5 mètres derrière lui, le soleil arrivait et donc tout l'arrière-plan était extrêmement lumineux. Et ben on pouvait vraiment en un clic, en faisant glisser son doigt de haut en bas sur l'écran, complètement changer la lumière sur le personnage du premier plan et le faire ressortir. Alors, ça m'a fait penser évidemment au HDR qui permet de prendre 3 photos et de les combiner pour avoir la meilleure exposition de l'ensemble de l'image, mais c'était extrêmement intéressant. Je ne sais pas si c'est une fonction que vous aviez vue pendant la keynote. Moi, elle m'avait pas... Non. Elle m'avait pas marqué. A priori, c'est iOS 8. D'après ce que je vois là sur un autre écran, et c'est iOS 8. Alors, question à propos de l'iPhone 6. C'est une info américaine, mais je ne sais pas dans quelle mesure elle se vérifie en France et en Europe. Apparemment, il y a eu un gros pic d'appels sur les hotlines d'Apple le lendemain du lancement. Je ne sais pas si vous avez vu cette info. Alors ça, là, on est sur Twitter, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vous montrer dans cette page d'Apple Insider. Voilà, en gros, le jour de la sortie, on avait un temps d'attente d'une minute, 1 minute 9 pour être précis. Le lendemain de la sortie, il y avait plus de 20 minutes d'attente sur les hotlines d'Apple. Est-ce que l'iPhone 6 est en cause ? Est-ce qu'il y a eu des soucis qu'on a découvert en le sortant de sa boîte, ou est-ce que, à votre avis, c'est plus lié à... Je pense que c'est plutôt le fait d'utiliser iOS 8 pour la première fois qui a dû dérouter certains utilisateurs. C'était le premier week-end avec iOS 8, donc effectivement, ça peut expliquer... Ouais. Qu'est-ce qui peut le plus, à votre avis, pas déranger, mais surprendre ou désarçonner des gens qui le prennent en main pour la première fois? Par exemple, pour iOS 8 ouais. Par exemple, pour moi, c'est pas tant désarçonné, c'est plus, à mon avis, sur l'installation du logiciel. Parce qu'il faut quand même savoir qu'iOS 8 est assez proche d'iOS 7, que ce soit en termes de design ou de fonctionnalité, du moins en apparence. Donc pour moi, c'est plus l'installation qui peut éventuellement poser problème. On n'arrive pas à récupérer ses données, on n'arrive pas à faire la mise à jour ou des choses comme ça, plutôt qu'une apparence qui, là, pour le coup, où le problème se serait plutôt posé avec iOS 7, qui était une mise à jour énorme par rapport à iOS 6. On a eu, nous, en tout cas, au service technique, les incidents habituels de mise à jour, donc pas liés du tout à la sortie de l'iPhone 6, mais qui sont arrivés avec iOS 8. Et donc, typiquement, ils ont vu qu'il y avait une mise à jour, donc les clients l'ont fait. Et pour ceux qui avaient déjà oublié, évidemment, iOS demande immédiatement de créer un code à 4 chiffres. Ça, c'est de la sécurité, même si on peut le désactiver après, et principalement à cause du trousseau d'accès. Et donc, il y a des clients qui, voulant activer et utiliser vite leur téléphone, ont tapé n'importe quoi. Ils ont utilisé le téléphone, premier verrouillage, on leur demande un code, ils l'ont plus et le téléphone est bloqué. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Plein. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Il faut restaurer le téléphone. Donc, ils ont intérêt à avoir un backup. Il est automatique, non, je crois, le backup désormais, lorsque tu branches la première fois ton téléphone et que tu le configures. Oui, mais quand tu passes par l'ordinateur. Oui, quand tu passes par iTunes, oui, tout à fait. Sauf que l'image, maintenant, la plupart des gens les font le font directement sur le device. Alors, avec un bémol. Alors, device. Détrompez-vous, parce que nous, on a eu vraiment une file d'attente les premiers jours. Toute la journée, c'était pour ça. Donc, les gens ne font pas des backups, même si c'est facile, même si c'est évident. Eh bien, non. Intéressant. Faites des backups. Si j'ai une autre hypothèse, c'est le renforcement de la sécurité pour au niveau d'iOS et du compte iCloud.
Alors tiens, on peut en parler parce que oui. Assez rigolo dans l'iPhone 6, Benjamin. Ouais. Je ne sais pas si les gens s'en sont aperçus, mais dans le processus d'initialisation, on te demande si tu veux un affichage normal ou un affichage élargi. Et donc, j'ai cherché ce que c'était. Et finalement, c'est rigolo parce que sur un iPhone 6, tu as vu qu'il y a la place pour une rangée d'icônes supplémentaires en bas. Ouais. Mais tu peux demander à ce qu'elle soit remplie. Et en fait, pour les gens qui ont des petites difficultés de vue, nous, on commence à vieillir un peu, en tout cas moi, et bien, j'ai trouvé très agréable. Ça fait un zoom de quelques pourcents. Du coup, ça prend l'intégralité de l'écran. Je peux vous le montrer, en fait, sur ce 6 qui est là, par rapport à ce que vous avez vu habituellement. Et tout est zoomé, c'est-à-dire que, par exemple, les noms dans le carnet d'adresses, les sites Internet, tout est zoomé de quelques pourcents et c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Ah, merci pour ce tuyau, Eli. Sympa. D'autant que la résolution augmente, donc la taille des images doit diminuer en même temps. Bon, les amis, on va en venir à l'un des moments, on va dire, très, très visuels de cette émission, puisqu'on va s'intéresser aux malheurs et aux sévices que certains infligent aux smartphones au moment de leur sortie. Je parle évidemment de ceux qui les cassent volontairement pour les tester, on va dire, mais surtout pour se faire beaucoup de pubs et peut-être un peu d'argent. Alors, on va commencer quand même par cette info qui a peut-être un sens, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que l'iPhone 6 est fragile ? Est-ce qu'on peut, comme avec les modèles précédents, le mettre dans sa poche arrière de jean sans risquer de le courber ? Il y a plusieurs photos qui sont sorties, mais c'est à se demander si c'est des vrais ou pas, hein. Bah, l'iPhone, ça le faisait déjà avec l'iPhone 5S. Hein, donc après, c'est vrai que l'iPhone 6 est encore plus fin que le 5S. On peut se demander si, à force de l'avoir dans sa poche arrière, il ne va pas se déformer un peu. Attends, je peux te dire un truc, Grégoire, c'est que je le mets constamment dans ma poche arrière et il n'a pas bougé d'1 millimètre en un an. Donc je sais pas comment on fait pour tordre un iPhone 5S, par exemple. Pour moi, c'est de la science-fiction. Je pense que pour le coup, c'est plus facile aussi avec l'iPhone 6 et encore plus avec l'iPhone 6 Plus, qu'occupe une plus grande surface et qui donc potentiellement est plus facile à tordre. Écoute, nous, on a essayé les deux modèles et ils m'ont l'air assez solides dans une poche de jean. Le risque principal, c'est que comme il dépasse, et le 6 Plus dépasse beaucoup, le risque, c'est de se le faire voler, hein, principalement. Ah, oui, parce que là, il est plus facile à attraper. Alors justement, s'il est plus facile à attraper, ça nous fait une bonne transition vers le sujet suivant. C'est notamment parce que vous le voyez ici, alors je vais peut-être vous le montrer en gros plan, ce sera plus simple. Regardez, je ne sais pas si on peut le voir de profil. Est-ce qu'on voit... C'est difficile à voir, mais... La petite caméra ? Voilà, le bloc optique qui est ici, il n'est pas intégré à la carrosserie, et donc il dépasse de quelques millimètres. Bon, ça permet sans doute d'avoir une qualité d'image supérieure à ce qu'on avait avec l'iPhone 5S. Il y en a à qui ça pose un problème, visiblement. Je ne sais plus lequel de vous m'a fait suivre ce lien cette nuit. Je pense que c'est moi, non ? Ça doit être toi, Fred, ouais. Cette petite vidéo assez... explique-nous ce qu'on voit, je vais la lancer en même temps. Bah écoute, ça commence par un jeune homme qui reçoit son iPhone 6 Plus, qui est totalement ravi, qui est proche de l'extase et qui est prêt à partir dans une joie infinie. Et au moment de le prendre en main, il décèle un petit quelque chose, un petit truc qui le dérange, et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui dépasse à l'arrière du... Voilà, tu vois, ça lui pose problème. Et puis visiblement, il essaie de contacter un ami à lui, qui visiblement il connaît assez bien, un certain Timmy Boy. Pas reconnaître un patron d'entreprise. Oui, parce que c'est quand même la photo de Tim Cook qui s'affiche. Tout à fait, absolument. Et finalement, il reçoit un SMS pas très sympa et il va faire appel à un expert. Voilà. Et là. C'est de l'ironie en plus, parce que il dit j'essaie de trouver un case, une enveloppe. On t'écoute, Gilles, hein, tu peux nous expliquer parce que ça dure un petit peu longtemps, donc on va laisser la vidéo en fond. J'essaie de trouver une enveloppe, un étui sous-entendu pour mon iPhone, c'est-à-dire pour combler le petit interstice qui fait dépasser l'appareil photo du reste de
la surface de l'iPhone. En fait, le problème, c'est que quand on le pose côté capteur, il est jamais à plat parce que le capteur dépasse. Voilà. Donc là, à peine. Il y a vraiment des gens qui sont des maniaques. Hein. Honnêtement, c'est un superbe appareil et moi, ça me gêne pas du tout. Hein. Et la plupart des gens ont des étuis parce qu'ils en prennent soin, ils ont peur qu'ils tombent en plus. Donc ça nous fait entrer dans le sujet de cette deuxième demi-heure, à savoir tous les sévices qu'on peut faire subir à un smartphone, alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Clairement, là, c'est juste pour faire des vues sur YouTube. Hein. Ouais, là c'est du buzz. Je pense que là c'est clairement du buzz. Les yeux et ne pas regarder ces horreurs. Hein oui, hein. Non, là, de toute façon, toutes les vidéos, la question, c'est à partir de quand est-ce qu'on gagne des sous en faisant ça? Alors voilà, bonne question. Alors on va se poser la question, tiens, avec... Quand certains achètent 6 iPhone 6 pour casser les 6 à la suite. Bon. Alors on va dire qu'il y a des démonstrations qui sont plus ou moins bien faites et plus ou moins scientifiques. Celle-là, elle consiste à plonger les nouveaux iPhones dans de l'eau. Alors, c'est l'un des points qu'on espérait. L'étanchéité de l'iPhone 6, il n'est pas étanche, hein, vous nous le confirmez? Apple, non, on aurait espéré, on en avait beaucoup parlé au moment de la sortie, entre autres, du Galaxy S5, puisque le Xperia Z3, depuis le Xperia Z, donc le Xperia Z, le Xperia Z1, le Xperia Z2 et maintenant le Z3 de Sony sont étanches, donc ça fait presque 2 ans. Le Galaxy S5 est étanche. Enfin bon, tous les smartphones haut de gamme sont étanches maintenant, à l'exception du LG G3, si je dis pas de bêtises. Non, il n'est pas étanche, le G3. Le Z3, l'Xperia Z3 est étanche. Apple pourrait nous sortir un iPhone étanche quand même, ça serait bien pratique et ça éviterait quelques malheurs. Bon, il semble que c'est pas le cas, que ce soit pas le cas. Certains disent que c'est parce que ça aurait obligé Apple à mettre des petits caches sur, entre autres, le port Lightning et la prise jack. On voit que c'est pas toujours le cas, parce que je pense par exemple au Xperia Z de Sony qui n'ont pas de cache. Alors certes, ils ont un cache sur ce qui serait l'équivalent du port Lightning, le port micro USB, mais ils n'ont pas de cache sur la prise jack. Donc on aurait quand même bien voulu un iPhone étanche. Ouais, moi c'est un de mes regrets sur cet iPhone 6 qu'il ne soit pas étanche. Alors bon. Voilà, on est clairement dans la salle de bain là. Vous le voyez, le chronomètre a été déclenché juste avant la plongée dans l'eau. On voit les bulles d'air qui s'échappent, donc ça veut dire que l'eau entre progressivement. Et on est en train de mourir. Voilà, on voit le compteur qui tourne et finalement c'est pas mal parce que on est à plus de 30 secondes. Il fonctionne encore, mais vous allez le voir, ça va commencer à se gâter dans une dizaine de secondes. Vous avez déjà fait l'expérience d'un iPhone qui tombe dans l'eau et que vous arrivez à sauver? Jamais. Non, il y a un Allemand qui a essayé, qui a eu des soucis. C'est-à-dire, Gilles? C'est-à-dire qu'il a fait tomber, soi-disant, un iPhone. Oula, regarde, l'écran se noircit là, c'est mauvais signe. Dans un étang où il était en train de pêcher et il a essayé de le récupérer pour récupérer ses données, ce qui est déjà étonnant puisqu'il n'y a pas de carte physique dans un iPhone et que quand il est noyé, il est noyé. Et donc il est revenu la nuit pour essayer de vider l'étang, ce qu'il a commencé à faire à l'aide d'une pompe en mettant des tuyaux dans les toilettes. Sauf que les toilettes n'étaient pas reliées au tout à l'égout. C'était relié à une fosse septique qui a commencé à déborder sur le parking et le propriétaire de l'étang de la pêcherie. C'est quoi ton histoire, Gilles? Non, c'est tout à fait authentique. Ça fait l'objet d'un traitement de presse au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais plus. D'accord. Donc, par contre, moi j'ai une petite question pour les spécialistes. Pourquoi ce packaging? Est-ce que quelqu'un a voilà une bonne boîte blanche, quelle que soit la référence? On dirait qu'ils ont raté la sérigraphie. Ouais. Ça m'a intrigué également. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit... Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. Ouais. Ça ressemble que quand tu as aux 18 boîtes... références à gérer dans un stock, c'est l'horreur. Oui. Et ça ressemble beaucoup au packaging qu'on envoie pour les échanges standards quand il y a une réparation à faire sur
sur un iPhone. Donc, c'est vrai. C'est de l'économie Mais la d'échelle. question, c'était est-ce que ça a été fait exprès? Est-ce que c'est vraiment le packaging qu'ils voulaient? Ouais, c'est vrai. Ils ont peut-être vendu des prototypes en fait. C'est vrai que c'est très curieux. Je me suis posé la même question que toi, Ellie, tout à l'heure en récupérant ces deux boîtes. Alors, je me rends compte en passant les images que Jasmine n'avait pas que la d'explication à cela. non, à vrai dire, je n'ai pas posé la question parce que je suis allé assez vite, mais ça m'a semblé bizarre effectivement d'avoir cette façade complètement blanche sur la boîte. Oui, pourquoi pas. Expliquez qui est Jasmine alors. Alors Jasmine, c'est la des relations presse d'Apple France. Voilà, exactement. C'est elle qui nous met en relation avec les chefs produits chez Apple. Et qui est extrêmement compétente et dévouée. Qu'on rencontre absolument et qui est chez Apple depuis maintenant un petit paquet de temps et on l'embrasse d'ailleurs. Pour revenir sur ces crash tests et ces drop tests pour être plus précis, je vais vous en montrer un autre. Alors, c'est un peu à celui qui va faire la vidéo. Je ne sais pas comment les qualifier parce que alors, regardez l'amateurisme quand même du procédé de lâchage d'iPhone. Voilà. Alors, tout le monde y va de son slow motion. Les premières chutes se passent en général assez bien, sachant qu'il y a juste des petites égratignures sur la carrosserie, surtout qu'il le laisse tomber du bon côté. Forcément, à force de le lâcher de plus en plus haut, au bout d'un moment, ça casse. C'est quoi pour vous le modèle économique de ces vidéos? Parce qu'il y en a quand même sur lesquelles on est à plus d'1 million de vues en 2 ou 3 jours. La publicité qui s'affiche au début, juste avant que tu commences à regarder la vidéo, tout simplement. Ouais, mais tu sais combien ça rapporte de la pub sur YouTube Ça rapporte rien, Grégoire, bien, mais enfin, ça rapporte très peu. Mais non, mais après, avec le nombre de... Faut vraiment faire beaucoup de vues, quoi. C'est pour ça qu'il faut avoir la vidéo la plus folle, le crash test le plus... Pas dire le plus débile, mais le plus... voilà, et surtout, c'est vraiment plus on va attaquer l'iPhone, mieux ça va marcher et plus on a de chance de gagner des sous avec la publicité. Ouais. Même si c'est vrai que c'est des gens qui sont en manque de notoriété. Il y en a bien Et qui font surtout- de la télé-réalité. Donc je sais pas, c'est pour passer, pour être vu. voilà, et surtout, il faut être repris par les plus gros médias pour faire un maximum de buzz. Quand vous êtes repris par Gizmodo ou ce genre de site internet, directement, vous allez attirer une audience très 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 large et les gens vont aller voir votre vidéo. Ouais. Alors, moi, dans le lot, il y en a un, sa tête me fait peur, voilà, je vous le dis. Je le connais pas, hein, mais regardez-le, lui, il me fait peur, voilà. Il a beau sourire, et je sais pas, c'est peut-être son t-shirt qui m'inspire pas confiance. Voilà, donc là, on retombe dans le test d'immersion. Ah, mais ça c'est même pas drôle, ça fait trop... C'est rien pour l'iPhone 6, c'est un peu d'eau. Mais alors pour le coup, je crois qu'il le récupère et qu'il marche toujours, mais il le récupère très très vite. Mais ça veut peut-être dire quand même qu'on a une chance de ne pas le perdre. Si vous le laissez tomber dans l'eau, y compris dans la cuvette, hein, pour être clair, ça vaut peut-être la peine. Faut peut-être la peine. Pardon, hein, mais de mettre la main pour le récupérer. Il faut y aller cash. Voilà, il faut y aller cash. Bon, il y en a un paquet des vidéos. Alors, il y a celle aussi où on compare l'iPhone 6 aux autres smartphones stars du marché. Donc, voilà, vous avez un Galaxy S5, vous avez un HTC One M8. J'aime beaucoup les sandales. On est clairement en Californie, hein, je pense. Et voilà, donc là, on est dans le même jeu débile qui consiste à casser des téléphones juste pour vérifier qu'un téléphone qui tombe, ça casse. Ouais, surtout c'est quand même des téléphones qui valent minimum 600-700 euros. Donc... Ah oui. Oui. Le truc drôle, c'est d'avoir un mec qui fasse l'Ice Bucket Challenge avec un iPhone 6. Voilà, je crois que l'Ice Bucket, c'est fini là. C'est un peu comme les pins, si tu veux. Donc, il y a des concurrents à nous qui l'en font toujours. Je veux pas dénoncer. Des pins? Non, des Ice Bucket. Ah bon? Avec des poneys. Avec des poneys. Vous avez vu qu'il y a un nouveau buzz, hein, donc ils ont essayé de lancer la suite de l'Ice Bucket Challenge en demandant à des jeunes filles d'enlever leur soutien-gorge et de le mettre sur la tête, mais bizarrement ça marche moins bien. Il y a moins de candidats.
Et je sais pas d'ailleurs, en parlant d'Ice Bucket Challenge, si vous avez vu, mais Samsung a fait une pub qui est beaucoup sortie sur Internet, qui reprenait l'idée de l'Ice Bucket Challenge. C'était un Galaxy S5 qui faisait l'Ice Bucket Challenge et qui fonctionnait. Et à côté, on mettait l'iPhone 6 qui faisait ou un iPhone 5S, je sais plus, qui faisait un Ice Bucket Challenge, pardon, et ça marchait pas. Bon, alors, il n'y aura pas d'Ice Bucket Challenge ce soir dans iWeek, mais en revanche, je peux vous montrer encore des images débiles. Voilà, le monsieur en sandales que vous avez vu juste avant, voilà, il est toujours en sandales, mais là, il va casser un autre jeu de smartphone, cette fois avec des étuis. Voilà, pour montrer juste qu'avec un étui, un smartphone est légèrement plus solide, mais pas indéfiniment. Donc voilà, effectivement, c'était quand même un petit jeu à, allez, on va dire 2500 $, là, à peu près, ce qu'il a en main. Même s'il récupère 2 $ par 1000 vues sur YouTube, il lui faut plusieurs millions de vues pour rentrer dans ses frais. Donc, je suis pas sûr que ce soit un bon calcul. C'est pour ça que je cherche encore le modèle économique de ce type de vidéo. Sans doute que l'intérêt numéro 1, c'est de se faire connaître ou remarquer, en tout cas. Il y a des tests carrément extrêmes. Alors, on a vu tout à l'heure l'image du bloc optique. Mon ami au t-shirt effrayant a aussi tenté l'hydrogène liquide. Alors là, faut être équipé quand même. Hein. Là, on rigole pas là. Hein. Il y a du matos là. Là, il y a du matos. Faut les bons gants parce que. Fou, surtout, ouais. Ouais, faut les bons gants, sinon les doigts restent dans le plat à gratin. Et puis, je sais pas si l'un de vous a un doute sur les chances de survie de l'iPhone 6. Déjà la vitre, boum. Ouais. Eh ben écoute, curieusement, même tu vois, on en remet une petite couche, c'est un peu comme un gratin dauphinois, tu vois, on met plusieurs couches, on met un iPhone 6, de l'hydrogène liquide, on remet de l'hydrogène. En fait, tu vois, il est resté relativement... J'ai un peu du mal à comprendre. J'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt de ce genre de test, en fait. Je crois que c'est juste le côté spectaculaire. Voilà. C'est juste de la destructivité aussi. Moi, ça me fait mal au cœur parce que voilà, un iPhone 6, ça vaut quand même le modèle le plus cher vaut 1000 € quand même. C'est la moitié. Enfin, on va dire que non, c'est quasiment un mois de salaire pour pas mal de gens. Oui. Et donc, c'est aussi un coup de marteau, voilà, qui fait. Voilà, je trouve que ça fait mal, moi. Donc. Ouais. Oui, c'est évident que et il faut penser à tous les utilisateurs qui en veulent un et qui l'ont toujours pas reçu, voilà, oui. Et qui envoient des produits comme ça détruits. Moi, j'attends avec impatience de voir s'ils sont capables de faire la même chose lorsqu'il y aura l'Apple Watch. Parce que s'il y en a qui s'amusent à casser ou à brûler l'édition spéciale Apple, celle qui va coûter 10 000 €, j'attends de voir. Hein. Si je peux me permettre, ils prendront la version sport pour faire ça, ça coûtera moins cher. Benjamin, il est 20h52, si je puis me permettre. Si ma petite nièce nous regarde et que c'est pas encore au lit, il faut pas faire ça. Voilà. Il faut pas faire ça non plus, hein, si elle a un mixeur à la maison. Ah bah, j'allais demander si on avait le droit au mixeur aujourd'hui ou pas. Alors c'est un spécialiste, hein, lui. C'est encore mon ami, hein. C'est pas le savant fou de Will It Blend. Non, c'est là c'est juste là, pour le coup c'est la copie du savant fou voilà, qui est devenu très connu avec son mixeur. Pour le coup c'était une pub virale pour la marque de mixeur, donc on pouvait éventuellement comprendre l'intérêt. Voilà, là bon, la finalité est toujours la même, hein. Quand on veut détruire un iPhone 6 ou n'importe quel objet high-tech, on y arrive toujours. En plus, ça peut être dangereux parce que vous le voyez, ça a quand même commencé à fumer très sérieusement. On va faire pas une pause, mais on se retrouve dans un instant, les amis. J'ai un cadeau à vous faire gagner. Ça vous dit ? Oui. Un iPhone 6 ? Allez, à tout de suite. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez la Magic Mouse, sans doute. Il y a
Elle a un défaut, c'est qu'elle marche à pile. Alors on vous propose aujourd'hui, comme toutes les semaines dans iWeek, de gagner ce petit bloc qui se recharge par induction. C'est le Magic Charger de Moby. On met ce petit bloc dans la Magic Mouse qui remplace les piles. On pose la souris sur ce socle et elle se recharge par induction. Voilà, ça permet de faire des économies de piles et puis c'est bien pratique. Donc il y a un Magic Charger à gagner aujourd'hui dans iWeek comme d'habitude. Il y a une question toute simple qu'on va vous poser tout de suite sur Twitter qui concerne la résolution, la densité de pixels sur l'iPhone 6 Plus. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est un nombre à 3 chiffres, quelle est la résolution de l'écran Retina de l'iPhone 6 Plus? Vous m'envoyez un petit tweet avec le hashtag iWeekTV et le gagnant, on l'annoncera très vite. D'ailleurs, on a les gagnants des précédentes émissions qui étaient des émissions un peu spéciales. Il y avait la keynote du 9 septembre et puis il y avait l'émission de la semaine dernière depuis Amsterdam. On a bien noté les noms des gagnants et on va vous prévenir par Twitter d'ici 24 heures. Il y a 5 gagnants déjà de mémoire pour ce Magic Charger de Moby, le partenaire d'iWeek. Voilà, il nous reste pas très longtemps, hein, il nous reste 2 petites minutes pour finir le tour de l'actu. Mais il y avait plein d'autres sujets que je voulais aborder. On va passer sur l'iPhone 6 en or 24 carats, parce que je pense qu'aucun de nous n'a envie de dépenser entre 50 et 130 000 $ pour s'en payer un. À moins qu'il y ait preneur parmi vous. Hein. Tu peux me l'offrir, si tu veux. Hein Moi, j'accepte. Ouais, ça va de pair pour vous avec la folie autour de l'iPhone? Non, mais il faut créer un peu de rêve. Il faut aussi une année de salaire pour 2 gardes du corps, parce que si vous utilisez ça dans la rue, il risque d'y avoir des convoitises. Ligne 13 du métro à Paris. Je crois qu'il y a déjà 50 commandes sur cet iPhone 6 en or 24 carats. Si vous vous intéressez au paiement sur mobile, sachez que Samsung et PayPal ont annoncé un rapprochement stratégique pour faire face à l'initiative d'Apple avec Apple Pay. C'est intéressant ça, non? C'est un peu chaud aux fesses. PayPal au départ, et c'est marrant parce que c'est pas très étonnant. Ils ont d'ailleurs fait une publicité. Alors pas en même temps, les amis. En disant que le système de paiement Apple était aussi sûr que les photos des starlets sur iCloud. Vous parlez à nouveau en même temps? Pardon, mais je suis obligé de vous prendre tour à tour. Ellie, dis-nous. Oui, je disais que c'est un peu une vengeance un peu mesquine, parce que PayPal n'a pas été retenu parmi les premiers partenaires d'Apple, et donc ils se sont un peu vengés en faisant un communiqué un peu méchant en disant que le système de paiement Apple était aussi sûr que les photos des starlets sur iCloud. Bah oui, c'est de bonne guerre. C'est méchant. Hein? C'est méchant, mais c'est de bonne guerre. Pas... Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. La fin de l'iPod classique arrêté. Tony Fadell, son père, entre guillemets, triste. Moi, je me souviens quand la fin d'une époque. Il disait aussi qu'il était très attaché à son Apple II et que finalement la technique évoluait, que c'était aussi bien qu'il y a un début, un milieu et une fin. Je me souviens quand tu avais amené le tout premier à la rédaction de Macworld, on avait regardé ça en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, on a eu la réponse depuis. Hein. Et puis le dernier mot, le mot de la fin, c'est pour dire un mot, parce que vraiment on n'a pas le temps. La rumeur autour du MacBook Air 12 pouces est de retour. On parle de la mi-2015 maintenant, ça me semble bien tard. Ce sera un modèle sans ventilateur et avec ce fameux USB réversible qui a l'air d'arriver de manière assez certaine dans les mois qui viennent. Salut à tous, salut les amis, salut Fred. Salut, bonne soirée. Salut Gilles. Salut, à bientôt. Salut Grégoire. Salut, à bientôt Benjamin. Et salut Ellie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve nous la semaine prochaine, mardi 20h, 21h en direct sur Watch TV. Les programmes continuent sur la première chaîne high-tech et loisirs. Salut à tous.
Moby vous a présenté iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV.